Bonsoir à tous. Donc, merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Catherine Meurice. Merci Catherine d'être avec nous. Est-ce qu'on vous entend? Je ne sais pas. Oui, si, on entend. Ouais. Merci de cette invitation. On connaît votre goût pour la littérature, votre goût pour la peinture, pour le dessin. Le cinéma, on vous entend assez rarement en parler. C'est donc un petit peu un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre ce soir. Un moment unique, absolument unique. Et un échange d'autant plus extraordinaire que nous aurons la chance, la joie de le poursuivre en compagnie d'une réalisatrice dont nous apprécions toutes les deux beaucoup les films, à savoir Valérie Donzelli, qui nous rejoindra sur scène un petit peu avant 20h et que je remercie dès à présent d'avoir accepté de participer à cette deuxième édition de BDRama et d'y présenter, ça ce sera à 21h15, son film Notre-Dame. Catherine, dans les grands espaces, oui, non, oui, sur un bout, sur le coude, ça peut faire un petit ustensile, un petit nom pour la caméra, un petit... Dans les grands espaces, merveilleux album publié chez Dargaud, on vous découvre petite fille à la campagne, dans le Poitou, petite fille curieuse, entourée de tournesols, de foin, de cailloux, de terre, et déjà entourée d'auteurs, Marcel Proust, le chouchou, mais aussi Rabelais, George Sand et bien d'autres. Vous dites que c'était comme si ces femmes et ces hommes de lettres faisaient déjà partie de la famille, mais donc pas de cinéaste, pas de comédienne, pas de comédien à cette époque-là dans la famille, dans votre famille, dans le Poitou? Bien sûr que si, mais non, si, le cinéma est arrivé dans le Poitou quand même, un petit peu. Même, le cinéma était à 7 km de là où j'ai grandi, mais bon, il y en avait un quand même. Mais si, il y avait des grands cinéastes, des grands films, mais on ne parle pas de tout dans les albums de bande dessinée. Donc, j'ai parlé de cinéma dans un autre album en particulier, Modern Olympia, je pense qu'on y reviendra. Mais si, le cinéma était présent. Cinéma plutôt familial et essentiellement les comédies. Oui, en préparant cette rencontre, vous me disiez que c'était les films projetés, diffusés le dimanche soir à la maison que vous regardiez en famille. Oui, c'est-à-dire principalement les films avec Belmondo dedans, dont j'étais amoureuse. Voilà, les films de Gérard Houry, ça c'est vraiment La folie des grandeurs, et puis un tout petit peu plus tard, les Papy fait la résistance, qui est quand même un film de cœur. Je parle peu, mais c'est quand même un de mes films cultes. Donc du coup, plutôt des films très drôles. Qui ont peut-être insufflé aussi ça, même s'il y a parmi vos hommes de lettres aussi des hommes très drôles, que vous trouvez très drôles, parmi lesquels Proust, que vous dites être très drôle. Mais le cinéma vous a apporté cette culture-là aussi, peut-être de la comédie? Oui, surtout le cinéma d'animation, les Disney, les Tex Avery. Et non, justement, les auteurs que j'aborde ne sont pas toujours très drôles. C'est le meilleur moyen de, comment dire, c'est pour ça que je les caricature sans complexe, parce qu'ils sont tellement au firmament, au Panthéon, etc., que je peux les tirer par le slip et les faire descendre. Mais Proust, il est drôle quand on s'intéresse un peu à sa vie. C'était un persifleur assez incroyable. Il imitait ses contemporains. Il avait un don d'imitation apparemment. Il faisait beaucoup rire ses amis dans les soirées mondaines. Et il y a de l'humour dans La recherche du temps perdu, mais bon, on rit pas non plus aux éclats. Il vaut mieux lire, je sais pas, Robert Benchley ou vraiment d'autres auteurs. Proust, que vous surnommez votre auxiliaire de vie dans la légèreté. Oui, La légèreté, c'est un album très particulier qui a été écrit en état de choc. Et c'est vrai que j'ai essayé de convoquer à cette époque-là, donc un an après l'attentat contre Charlie, tout ce qui pouvait me permettre de reprendre goût à la vie, et j'avais convoqué Proust en premier, et ça n'a pas vraiment marché en fait. Je le raconte dans La légèreté. Ces phrases étaient on sait tous que la phrase de Proust est très longue, mais là elle était vraiment vraiment trop longue, et au bout de 3 mots je ne savais plus. J'avais des problèmes de mémoire après Charlie. C'était compliqué, donc je suis plutôt allée voir du côté de la peinture, et ça m'a plus sauvé. Voilà, la peinture et l'art et la littérature est revenue plus tard et revient dans les grands espaces, album qui a été fait après La légèreté. Vous le disiez, il y avait un cinéma pas très loin. Est-ce que vous y alliez souvent, justement, dans ce cinéma en famille? J'ai noté que vous étiez né l'année de la sortie de La Boum, de Claude Pinoteau, du Dernier métro, de François Truffaut, d'Elephant Man, de David Lynch, de Mon oncle d'Amérique, de Raging Bull, de Shining, des Soudoués. Quand vous aviez 12 ans, sortait L'Arme fatale 3, de Richard Donner, La mort vous va si bien, de Robert Zemeckis, le dessin animé Aladdin aussi, quand vous aviez 12 ans. C'est arrivé près de chez vous, de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde, de Réservoir Dog aussi. Mais vous, quand vous aviez 12 ans, vous étiez au collège et vous découvriez le cinéma allemand.
Oui, même avant, parce que à 10-11 ans, oui, en 6e, j'avais une prof, j'ai fait allemand première langue au collège, j'avais une prof qui est formidable, hein, Madame Françoise Bourreau, voilà, si elle nous écoutait, qui m'a fait aimer l'allemand et le français. Elle était aussi prof de français. On est souvent marqué par des professeurs. Bon, elle fait partie des professeurs très, très importants. Et elle nous passait, dès la 6e, des films un petit peu compliqués, Fitzcarraldo, Fassbinder, je cherche le titre. Il y a les. Pardon, j'ai pas révisé mes fiches. Un film vraiment qui me paraissait tellement abscon. Surtout qu'elle cachait les sous-titres avec un ruban adhésif sur l'écran. Donc on était obligé d'entendre l'allemand et de traduire. Et on a vu bien sûr Les Ailes du désir. Ça a été un choc. Oui, parce oui, c'était très étrange pour moi de voir un film qui était à l'opposé des films de Belmondo. Enfin, où était Belmondo? Noir et blanc, une voix off, quelque chose une autre ville, un autre pays, voilà, Berlin. Enfin, c'était très déconcertant et donc très attirant, très, très mystérieux. Ouais. Et vous le disiez, vous aviez 10, 11, 12 ans à l'époque. Ça vous a justement encouragé à aller découvrir d'autres films encore, justement, d'avoir cette ouverture par le biais de cette prof d'allemand qui vous a fait découvrir des films que vous n'auriez peut-être pas vus tout de suite si vous ne l'aviez pas eu comme professeur? Non, je ne peux pas dire que j'ai été extrêmement curieuse parce qu'une fois de plus, il fallait avoir une voiture ou une mob, ce que j'avais pas à l'époque pour aller au cinéma. Non, j'avais un petit vélo, donc je ne pouvais pas aller au cinéma régulièrement. Donc ça passait quand même essentiellement par la télévision. Mais c'est vrai que finalement le dessin n'était jamais très loin du cinéma parce que par exemple en gagnant un concours de dessin au lycée ou je ne sais plus au collège, bref, j'avais gagné un ticket pour aller voir La Liste de Schindler. Grande comédie, bien sûr. Et ça, voilà, donc il y avait des occasions comme ça, mais je crois que j'ai découvert le cinéma d'auteur grâce à l'école, en fait, collège-lycée. Ouais. Et est-ce que dans le rapport au dessin, il y avait un rapport justement avec le cinéma? Il y a des dessinateurs qui dessinent beaucoup devant les films. Hier, ici, Simon Roussin nous expliquait comment est-ce qu'il regardait énormément de films, faisait beaucoup de captures d'écran. On va parler de la façon dont vous avez pu travailler sur Modern Olympia notamment. Mais est-ce que déjà dans l'enfance, l'adolescence, pour justement dessiner la vie, qui est une des caractéristiques de vos dessins, qui sont toujours extrêmement vivants, extrêmement dynamiques, est-ce qu'il y a eu cet entraînement, ou en tout cas ce désir de capter le mouvement qu'il pouvait y avoir dans des films quand on n'est pas dans une maison où il y a 40 personnes qui passent tous les jours, donc on peut croquer ses parents et sa famille, mais ce n'est pas la même chose que toutes les figures qu'on peut voir au cinéma? Non, je crois vraiment que c'était surtout les dessins animés qui m'inspiraient. Je suis de la génération fin Récré à 2, début Club Dorothée. Donc les mangas japonais qui arrivaient, des mangas, des dessins animés absolument hilarants comme Le Collège, Foufoufou, vraiment Dr Slump, des choses. Mais donc c'était un mélange de Disney qui était quand même qui m'avait bercé pendant toute mon enfance. Tex Avery, j'en parlais tout à l'heure, mais pour les personnages qui sont tordus comme des chewing-gums, qui tout est outré, il y a des onomatopées, tout est très sonore, c'est très proche de la bande dessinée. Et ça, plus les dessins animés japonais, c'est ce qui finalement a nourri, je crois, mon goût pour la comédie et les dessins très très agités. Et avec des personnages qui ont des vraies gueules, comme dans le personnage Foufou, où ils avaient ces têtes énormes. Et donc l'idée qu'on peut aller dans l'outrance, c'est pour exprimer quelque chose et que ça fonctionne en fait, l'outrance. Oui, exactement. Ça, c'était une découverte, en effet, en voyant ces dessins animés japonais, de voir qu'un décor d'adolescents soudain devenait minuscule. C'était une trouvaille que je trouvais hilarante et ça marchait à chaque fois. Donc oui, je crois que tout ça a macéré. Et puis c'est ressorti plus tard quand je me suis mise à faire des albums. Ouais. Il y a aussi une chose, parce qu'on parle de ce que ça peut apporter justement dans la mise en mouvement des personnages, dans la façon de représenter des visages, des expressions, que ça peut faire une sorte de petite galerie d'expressions qu'on capte à travers les films. Il y a aussi quelque chose qui est vrai avec le dessin de presse, qui est vrai aussi quand vous faites des performances dessinées. C'est quelque chose de l'instantané, d'avoir tout de suite, de trouver la bonne expression, le bon texte quand il y a du texte, de trouver la bonne scène, qui est peut-être plus liée à ce qu'on pourrait voir dans le théâtre d'improvisation, mais qui pour moi peut être aussi liée justement
à ce cinéma, à l'idée de choses qui arrivent. On a l'impression, en tant que spectateur, que ça arrive spontanément, alors que ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui a nourri, selon vous, cette façon d'être dans l'immédiateté, de réussir justement à avoir la bonne idée ou à avoir quelque chose de très rapide dans la création? C'était alambiqué, désolé. C'est comme une phrase de Proust. J'ai l'impression que Proust me parle. Qu'est-ce que... Non, alors j'espère que je vais répondre à votre question, mais j'ai l'impression que ça, c'est un travail, en fait, ça qui je pense, n'est pas venu en m'inspirant de films, même en regardant des comédies, mais plutôt d'abord en regardant des images, en regardant des livres illustrés, parce que je me suis quand même trouvée dans ce enfin, c'est devenu mon métier, il n'y a que ça qui m'attirait. Et ensuite, c'est venu très vite en entrant en Charlie Hebdo, où là, j'ai découvert que c'était vraiment un travail d'être caricaturiste, de construire des gags, de synthétiser, donc de trouver des idées. Et j'étais entourée de maîtres en la matière. Donc c'est plutôt ça qui a forgé, je crois, oui, vraiment, qui m'a confortée dans l'idée que j'aimais ça déjà, que peut-être que j'allais pouvoir faire ça, que j'en étais capable. Et c'est plus tard que j'ai retrouvé le cinéma. C'est-à-dire que donc bien plus tard, en 2013, quand j'ai travaillé sur Modern Olympia, j'avais vu déjà beaucoup de films de Billy Wilder et j'ai immédiatement pensé à Billy Wilder parce que je me dis, tiens, voilà, j'ai envie de faire, je rêverais de faire une comédie réussie, oui, enfin, qui tient debout comme un film de Billy Wilder, ça me faisait rêver. Mais c'est venu beaucoup plus tard. Je crois que le travail s'est d'abord fait en travaillant sur le dessin, plus que sur le dessin animé et l'image de cinéma, quoi. Et justement, Modern Olympia, on voit les toutes premières planches où justement ça se passe dans une salle de cinéma. Donc on comprend tout de suite que l'album va être placé sous le signe de la peinture, bien évidemment, avec Modern Olympia, et c'est une coédition avec le musée d'Orsay, mais également sous le signe du cinéma. Hop, avec cette toute première scène, avec effectivement Olympia qui rêve de jouer dans un film qu'elle a vu j'allais dire des milliers de fois, j'exagère un peu, je viens un peu du Sud, mais qu'elle a vu énormément de fois et qui rêve de tourner dans un film comme ça. Comment est-ce que vous avez travaillé cette scène d'introduction? Elle est arrivée dès le début ou est-ce que c'est arrivé à un autre moment dans la création de cet album? Non, ça c'est arrivé assez tôt. J'étais à peu près sûre de vouloir ouvrir l'album comme ça. C'est-à-dire que l'idée de Modern Olympia, c'est que les frontières sont très floues entre la peinture et le cinéma, et le dessin et la bande dessinée, et surtout entre les... Je joue un peu sur ce terme de toile, la toile de peinture et la toile de cinéma, et que, une ambiance d'atelier, enfin tout ce qui se passe derrière la peinture, peindre des modèles, regarder le modèle, etc., ça peut s'apparenter à filmer des personnages, etc. Je pense que Valérie Donzellian parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et je jouais sur ce parallèle, et le musée d'Orsay m'avait dit, bon voilà, vous avez carte blanche pourvu que vous parliez du musée, prenez ce que vous voulez, un personnage, un courant de peinture, un mouvement, un peintre, un modèle, tout ce que vous voulez. Et en allant au musée d'Orsay, ce qui m'a frappé, c'est que dans chaque tableau, on pouvait apercevoir une scène de cinéma, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de peintures de cette époque, fin 19e, ont inspiré des réalisateurs de péplum. Je crois que Ben-Hur doit beaucoup aux tableaux de Gérôme, qui sont vraiment très très sérieux, où il y a même des cadrages assez cinématographiques. Donc ça m'avait vraiment sauté aux yeux quand j'étais allée à Orsay. Je me suis dit, voilà, je vais tirer sur ce fil-là, je vais voir ce qu'on en fait. Et si on le voit là en haut à droite, ça c'est un tableau, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Laurence, le peintre. Comment ? Non, pas du tout. Non, Sardanapale, c'est Delacroix. Il est au Louvre. Et ça, c'est Orsay. Non, c'est un tableau d'un sous Delacroix. Je crois que le peintre s'appelle Laurence, mais je me souviens plus exactement. Mais c'est une scène où on a. Je n'ai pas révisé, pardon. Je sais plus, un roi et une reine. Et au fond, il y a un évêque, je crois, qui se barre. Enfin, il y a un mouvement comme ça. Il y a un drame, il y a un truc qui se... Et au premier plan, il y a un cierge
très gros comme ça, qui est couché, et on dirait une énorme clope. Et à chaque fois que je voyais ce tableau, je me disais, on dirait que Rabelais, ou je sais pas, Pantagruel, ou Gargantua est passé par là, lâcher sa clope au premier plan, et puis il se passe d'autres trucs, il y a des petits... enfin, Gulliver. Et cette scène m'avait fait penser aussi tout de suite à une scène de cinéma muet. Et d'ailleurs, c'est ce que je dessine littéralement, c'est-à-dire là, la deuxième case en haut, enfin, voilà, où on voit la dame qui dit Capulet, Montaigu, etc. Ce visage-là, c'est un visage qui est inspiré de films muets, c'est pas du tout le visage qui est dans la peinture, mais je me suis amusée à outrer, comme ça, exagérer les postures, comme s'il s'agissait d'un film muet. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des ponts entre le cinéma muet et la caricature, bien sûr, parce qu'il faut exprimer les choses sans le son. Mais on quitte rapidement le cinéma muet dans Modern Olympia, puisque les deux grandes références en termes de scène dans cette bande dessinée sont deux comédies musicales. D'ailleurs, ça chante beaucoup dans Modern Olympia, West Side Story et Chantons sous la pluie. Comment est-ce que vous avez regardé, revu ces comédies musicales? Comment est-ce que vous avez travaillé pour justement intégrer l'énergie que j'imagine vous avez plu dans ces films, dans votre album, avec des scènes effectivement qui correspondent vraiment à des scènes des films, des choses où c'est plus dans l'esprit d'eux, mais en tout cas, ils sont effectivement très présents dans l'album. Mais vous dites énergie, je crois que c'est ça en fait. Je me suis surtout débrouillée pour qu'il y ait cette même énergie. Enfin, j'admire cette énergie qu'il y a dans ces films. Alors, oui, West Side Story n'est pas une comédie, mais Singing in the Rain... Pardon, Chantons sous la pluie en est une que je trouve vraiment parfaite, extrêmement bien ficelée, drôle, intelligente, équilibrée. En plus, ça chante et ça danse, donc vraiment, voilà, c'est magnifique de voir des danseurs qui ont de l'humour. Enfin bon, bref. Et puis j'étais amoureuse de Gene Kelly. Ça, c'était ma période après Belmondo. J'ai quitté Belmondo pour Gene Kelly. Et tout à l'heure, je parlais de Billy Wilder, c'est-à-dire qu'en abordant Modern Olympia, je rêvais de faire une comédie comme ça, rythmée. Vraiment, c'est comme tu me la pètes, c'est pas possible. Non, mais on est bien obligé de rêver devant les grands et puis de se dire tiens, on va s'inspirer un peu, on va trouver un petit truc qu'il y a dans ces grands films et on va essayer d'insuffler une énergie à la mesure de ses moyens, quoi. Et donc j'avais en tête les comédies de Billy Wilder, notamment 1, 2, 3, qui sera projetée demain. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Je trouve cette comédie absolument hilarante, qui est menée tambour battant, d'où le titre. D'où le titre. En fait, c'est ça, quoi. C'est mené toujours comme ça pendant tout le film. Et ce rythme, on le retrouve dans West Side Story. On retrouve aussi ce claquement de doigts, d'ailleurs. Et on le retrouve dans Chantons sous la pluie. Et je rêvais d'une grande comédie musicale, puisque je crois que j'aime ces deux mots, quoi, comédie musicale. Est-ce que vous avez beaucoup chanté en le réalisant, l'album ? Oui, je me suis beaucoup trémoussée aussi. C'est-à-dire que j'ai regardé avec application. Alors j'ai gardé Billy Wilder en tête. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, Billy Wilder, j'arriverai jamais à faire pareil, mais bon, il reste dans mon panthéon personnel. Et en revanche, j'ai beaucoup regardé West Side Story et Chantons sous la pluie. J'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des ralentis. Je suis allée voir j'avais vraiment mon écran d'ordinateur posé près de ma table à dessin et je regardais. En permanence, je faisais des arrêts sur image, etc. J'ai vraiment travaillé dessus pour que les scènes soient le plus juste possible. Voilà, et donc on retrouve dans Modern Olympia cette fameuse scène qui est l'ouverture de West Side Story, alors là qui est au milieu de Modern Olympia, où on a le clan qui s'oppose. Dans West Side Story, c'est les Jets et les Sharks, c'est en fait les Montaigu et les Capulet, c'est l'histoire de Roméo et Juliette, et je transpose ça dans ma bande dessinée. On a aussi deux clans qui sont rivaux, et c'est le clan de la peinture académique officielle, académique, maintenant j'y suis, et la peinture les futurs impressionnistes. Et ils vont se bastonner. Et au centre, il y a Olympia, l'Olympia de Manet, le personnage d'Olympia, qui rêverait de jouer dans une peinture dite officielle, académique, et qui en fait est faite pour tourner dans des toiles beaucoup plus modernes, puisque l'impressionnisme et Manet ouvrent la voie à la modernité, de la modernité. Voilà les garçons de West Side Story. Et la scène d'intro de West Side Story continue de me bouleverser. Je trouve ça absolument merveilleux, et en particulier un travelling. Ce que je trouve très beau, c'est qu'on a ce groupe de mecs bagarreurs
Et puis à un moment donné, oui, donc à l'occasion d'un travelling, il y a un mouvement d'une grâce et il y a voilà, ce mélange de virilité et de féminité qui est sublime. Et voilà. Après, le film n'est pas trop drôle. Hein. Et West Side Story, oui, bon, scène mythique où Gene Kelly patauge sous la pluie. Il est très amoureux et voilà, donc ça, je reprends. Là, mon personnage est un personnage qui est extrait d'une toile très, comment dire, néoclassique, qui s'appelle les Romains de la décadence, de Thomas Couture, qui a une immense toile au musée d'Orsay, dans le hall principal. Et ce personnage de peinture donc, académique tombe amoureux d'Olympia, futur impressionniste. Donc voilà, et là, il est sur un tournage. Le tournage en question, c'est une préparation d'une toile d'un peintre de Barbizon. Enfin bon, lisez la BD, vous comprendrez. Mais... et voilà, je reproduis... je reproduis les gestes de Gene Kelly, et puis évidemment, je rajoute une couche, parce que, bon... c'est-à-dire que Gene Kelly n'est en effet pas en slip, et il ne se prend pas une gouttière. Voilà. Ouais, faut personnaliser un petit peu les choses. Quoi. Mais justement, quand on se lance comme ça avec des références, est-ce que c'est facile de trouver l'équilibre justement en se disant il y a quelques scènes et les gens vont forcément faire le rapprochement et ça va amener de l'humour, du dynamisme et de pas trop en faire justement. Et l'équilibre est parfaitement trouvé dans l'album. Mais j'imagine que quand on a ces films qu'on revoit, qu'on re-revoit, on a presque tenté d'en mettre presque trop, justement, dans le côté des scènes, je veux dire, exactes, celles qui sont reprises. Est-ce que c'est facile de trouver cet équilibre, de ne pas non plus trop prendre, en fait, de tout ça ? C'est-à-dire qu'il s'agit, en fin de compte, de faire un livre, donc il faut, comment dire, que ce soit lisible. Oui. Comment dire, on fait toujours un livre pour soi, on ne pense pas vraiment au lecteur, mais il y a quand même un moment dans l'élaboration du scénario où on se dit, bon, il faut être intelligible, il faut que ce soit rythmé. Et je pense que ça permet de faire le choix, en fait, des scènes. Et donc, en faisant Modern Olympia, je pensais surtout à la trame de mon histoire et je veillais à ce qu'on comprenne tout, parce qu'en effet, je ne voulais pas écraser le lecteur de références. Il y a beaucoup de références dans cet album, mais on peut lire l'album sans savoir que là, il y a que ça c'est une vraie sculpture qui est au musée d'Orsay, c'est pas grave si on le sait pas, etc. Et au-dessus, oui, en effet, je m'inspire de la fiche de West Side Story, mais je tenais quand même à ce que l'histoire soit le plus simple possible et qui est, une fois de plus, en gros, l'histoire de Roméo et Juliette, quoi. Donc je pense que voilà, mon souci d'équilibre ou de rythme dans le récit a fait le choix. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est semé de... Enfin, le parcours est semé de doutes, évidemment. Hein, oui, bien sûr. Pour trouver l'équilibre parfait, c'est justement ça, où on se dit, c'est tellement... un petit quelque chose près, ça pourrait basculer dans totalement autre chose, en fait. C'est vrai pour plein d'œuvres. Et c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, quand on lit un livre qu'on trouve si parfaitement équilibré, justement, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut réussir à tenir ce fil et à vraiment rester et réussir ça, en fait, alors que la création est tellement pleine de choix qui peuvent faire basculer dans quelque chose d'un peu trop lourd, d'un peu trop mou, d'un peu dans plein de dimensions. On peut faire une bande dessinée complètement ratée, mais il y a quand même un cadre. La bande dessinée, c'est justement pas une peinture. Il y a un cadre, il y a même si moi je dessine pas je trace pas mes cases, il y a quand même un système de cases qui s'enchaînent, voilà, de séquences et voilà, il y a un cadre, je pense, qui fait qu'on part pas n'importe où, même si certains auteurs que j'admire d'ailleurs peuvent partir très très loin tout en faisant de la bande dessinée, et c'est comme ça que la bande dessinée avance aussi. Hein, mais... On va quitter un tout petit peu la comédie musicale. On évoquait tout à l'heure, vous évoquiez Tex Avery. Il y a aussi toute une dimension, tout un humour qu'on retrouve moins aujourd'hui dans vos albums, mais qui est le burlesque, qui est quelque chose qu'on a beaucoup trouvé chez vous. Vous avez évoqué Tex Avery. On peut citer Chaplin, Buster Keaton, les Monty Python. Ce sont ça des références, des influences, notamment dans Mes Hommes de Lettres, justement, où il y a des scènes que vous avez justement qui ont trait
à ces acteurs, ces créateurs que vous aimez? Ah oui, j'adore le burlesque, sans doute parce que j'ai ri comme des millions, des milliards de gens devant les films de Chaplin. Et je ris encore devant. J'ai revu il n'y a pas très longtemps les Lumières de la ville, que je trouve magnifique et bouleversant. Et c'est bourré d'idées, mais je ressens une joie devant ces films, et que je ressens, on en parlera peut-être après, mais que j'avais ressenti devant Notre-Dame de Valérie Donzelli, où en effet il y a du burlesque, il y a des idées. Et les idées c'est tellement malin, drôle, c'est généreux. Et je suis toujours admirative de ce qu'on nous offre, en fait, qui provoque le rire chez soi. Et donc c'est vrai que oui, je me suis beaucoup inspirée, je crois, de Chaplin, de Buster Keaton aussi, Laurel et Hardy, moins les Marx Brothers, mais parce que je connais moins, mais oui, le burlesque, oui, j'en mets moins aujourd'hui dans mes livres parce que je raconte un peu autre chose, mais il n'est pas dit que j'y revienne. Et je crois que le burlesque va de pair avec la caricature, ou en tout cas ce dessin humoristique. Ouais. Et là, c'est un extrait du Pont des Arts où, alors il y a plusieurs choses entre ces deux cases, mais en effet, c'est Diderot qui est super content parce qu'il a fini de rédiger l'encyclopédie, donc il va prendre des petites vacances. C'est Catherine de Drussy. Et puis il est retenu, voilà, il doit bosser, etc. Donc après avoir descendu la rampe sur les fesses, très naturellement, il la remonte, mais il l'escalade de nouveau au lieu de prendre l'escalier. Bon, voilà. Mais c'est là où on se dit justement, ça vous fait rire, mais vous réussissez à le retranscrire en bande dessinée, alors que quand on voit ces images-là, on peut facilement se dire en bande dessinée ça marche pas. Et en fait, vous réussissez à insuffler ça dans vos personnages, dans vos albums. Et je suis pas sûre que tout le monde réussirait. Et c'est très bien parce qu'après les gens sont bons dans des domaines différents aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même de très fort, je trouve, à réussir à rendre ça en bande dessinée. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Oui, mais par exemple, demandez-moi de dessiner un camion et je ne ferai pas. J'allais plutôt demander un cheval. Oui, de trois quarts, ça je ne saurais pas. Je suis bien meilleure dans les rampes d'escalier. Et puis mon dessin repose sur l'expressivité ou la spontanéité, donc je peux me permettre de faire des raccourcis. Ça, c'est quelque chose presque que j'ai pas choisi parce que voilà, ce trait était là assez tôt. Puis après, je l'ai travaillé, je l'ai peaufiné. Et surtout, j'ai rencontré des dessinateurs qui m'ont dit va dans cette voie-là, que ce soit dessinateur de Charlie ou d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que ce dessin qui n'est pas toujours cerné, qui part un peu dans tous les sens, qui est très travaillé pourtant, me permet de faire des gags burlesques et ça, c'est plus vieux, c'est mes hommes de lettres. Oui, j'avais peut-être les Monty Python en tête, Sacré Graal, c'est un petit peu pixelisé, mais... Ouais, elle a mal supporté le passage sur le grand Oui, écran. Voilà, mais c'est la chanson de Roland. Et c'est quoi la légende dit que voilà, l'ange Gabriel est venu au chevet de Roland. Et puis il y a toujours des petites choses, des petits tuyaux qui passent à droite à gauche, et donc l'archange regonfle Roland qui sonne du corps pour... c'est l'histoire de France, hein, Oui, non, c'est vrai que je m'amuse beaucoup. Je me dis, ça peut paraître toujours un peu idiot de dire qu'on rit de ces blagues, mais je me dis que c'est peut-être un bon signe quand même, parce que si on se trouve vraiment lourdingue, on se dit tiens, je vais proposer un gag lourdingue au lecteur. Non, je me dis que si je ris, je ne vais peut-être pas être la seule à rire. Après, il ne faut pas trop rire de soi, parce que quand on est vraiment trop fier, le bouquin est raté. Mais... On va passer rapidement, mais c'était juste pour dire que le cinéma est aussi présent dans un album que vous avez réalisé avec Julie Birman, Drôle de femme, où il y a justement Anémone, on retrouve aussi Yolande Moreau, et où là, effectivement, pareil, on retrouve une scène du Père Noël est une ordure, où vraiment, là aussi, le cinéma est présent dans cet album très directement. Mais je vois que le temps passe très vite. Du coup, je voulais juste aborder, justement, là, on a parlé de films qui vous avaient directement inspiré, avec des scènes directement tirées de films. Mais quand on préparait cette rencontre, ce que vous me disiez, c'est que finalement, le cinéma, c'était plus des univers en fait, qui vous nourrissaient, des ambiances. Et peut-être pour rendre ça très concret, on pourrait parler de l'album sur lequel vous êtes en train de travailler, qui se passe au Japon, et où là, vous avez à nouveau regardé des films asiatiques que vous regardez aussi quand vous ne réalisez pas d'album sur le sujet. Mais en tout cas, le cinéma vous accompagne en fait, dans la création d'albums, au-delà de scènes particulières, de personnages particuliers, vraiment dans ce que ça dégage, dans les ambiances, pour vous plonger vous-même dans l'ambiance que vous avez envie de retranscrire dans votre œuvre.
Oui, en effet, c'est dommage de passer un peu vite sur Drôle de femme parce que les femmes qui sont dans Mais l'album, pouvez, elles sont super. Le travail de Julie personne Bernard est n'est génial. pressé de toute façon. Et puis Oui, hier, non, mais là on a un extrait du Père Noël est une ordure Ouais. avec Anémone. Bon, hier, le directeur des programmes a débordé allègrement de 30 minutes. Ah bon, Donc, comme je le prends allons-y. pour exemple, comme c'est mon exemple et mon modèle, je sais que je peux déborder allègrement. En effet, le cinéma est très présent, littéralement présent dans cet album. Et pour dessiner, mettre en image ces portraits de femmes, je suis vraiment allée voir leurs films et là encore j'ai fait des arrêts sur image, etc. Bon. En effet, alors mon prochain album qui sort dans un an, hein, là j'ai pas encore commencé à dessiner, donc je vais pas tout vous dévoiler parce que je sais même pas ce que je vais vraiment faire en fait. Non, mais ça s'inspire des résidences que j'ai faites au Japon il y a 2 ans, à la Villa Kujoyama à Kyoto, et puis même encore l'an dernier sur une petite île dans le sud du Japon, dans le Kyushu. J'ai visité surtout le Japon rural, c'est ce que je voulais voir en fait, les campagnes. Et en parallèle, il y a un roman japonais qui m'a accompagnée, qui est un roman de Soseki qui s'appelle Oreiller d'herbe, qui raconte l'histoire d'un peintre qui quitte la ville, qui va chercher l'inspiration dans la campagne, dans la nature, mais qui va plus chercher l'état dans lequel on peut créer un tableau. Bon, il y a des questions de peinture, de poésie, de choses comme ça, et des questions de nature aussi. Bon, moi, je vais plutôt m'éloigner de Soseki pour faire un récit personnel, mais c'est vrai que pour tenter d'être juste, j'ai évidemment lu quelques livres, je vais aller voir, que ce soit au Japon ou de retour en France, je suis allée bien sûr me documenter, voir des estampes, etc. Mais je vois des films aussi où j'ai revu des films qui m'inspiraient, alors pas que japonais, mais en tout cas, dans les films japonais, il y a notamment un réalisateur qui s'appelle Imamura, Imamura, que j'aime beaucoup, qui a fait Languille, et aussi un film, peut-être qu'on connaît moins, mais qui s'appelle De l'eau tiède sous un pont rouge, et qui est formidable. C'est l'histoire d'une femme fontaine, voilà, c'est dit. Et entre autres, mais alors c'est tellement drôle et poétique que ça, alors que mon livre ne parlera pas de femme fontaine, je vais peut-être en décevoir certains dans l'assistance, mais bon. En tout cas, j'ai par exemple le souvenir de ce film drôle, éblouissant, un peu absurde, un peu où quand la femme jouit, on n'a pas les détails techniques, mais on voit un geyser, et puis surtout ça vient remplir l'eau de la rivière qui passe dans le village, et les carpes reviennent, et bon, voilà. Et c'est très drôle. Donc voilà, j'ai ça en tête. Ou alors je vais avoir aussi l'atmosphère de son film Languille, qui se passe aussi dans les campagnes japonaises, où on dit souvent qu'au Japon la nature est vraiment privilégiée, etc. C'est pas tout à fait le cas en réalité, parce qu'elle est très malmenée, il y a beaucoup de béton. Et on voit ça dans les films, quoi, ce mélange de ces pylônes, ces fils électriques partout, ces rizières, et puis ces montagnes, et puis c'est un fouillis, puis soudain, un fouillis dans l'architecture rurale, mais aussi, c'est un bazar très inspirant qu'on ne comprend pas forcément, et tant mieux. Moi, ça m'intéresse de pas comprendre tout. Et d'ailleurs, il y aura un peu ça dans l'album que je prépare, justement ce mystère. Oui, non, mais oui, et en tout cas de pas imposer mes clichés, mes a priori sur le Japon, d'occidental. Voilà, ça va pas être Les Visiteurs au Japon, film que j'avais adoré à 13 ans, entre parenthèses, hein, mais bon, un an après La liste de Schindler. Et voilà, donc je vais m'inspirer de ces films, et je vais aller en voir d'autres, donc pas japonais, notamment le Bong Joon-ho, ouais. Réalisateur de Parasite. Enfin, j'ai vu tous ces films que je trouve formidables. Je suis très admirative. Vraiment, là encore, il est question de rythme. Parasite, c'est un film qu'on peut qualifier d'hystérique, mais moi j'adore cette hystérie-là, quoi. C'est ample, c'est généreux, c'est intelligent, je sais pas, ça m'inspire beaucoup. Et The Host, Mother, etc. Merci d'avoir cité ceux que j'ai mis en image. Comment? Ah oui, pardon. Non, je crois que c'est parce que vous aviez vu et vous y êtes dit mince. Ouais. J'ai pas... Si, non, mais The Host, ça fait très peur, c'est génial. Ouais. Et souvent c'est drôle, et les acteurs sont... Alors, pour le coup, j'ai pas les noms en tête, mais c'est très différent de Jean-Paul Belmondo. Mais je suis très, très admirative. Et vous continuez justement à aller beaucoup au cinéma. Est-ce que vous avez une curiosité
pour tout ce qui sort? Est-ce que vous êtes plutôt à suivre les conseils que des amis peuvent vous donner? Est-ce que vous êtes à vraiment regarder chaque semaine quel film va sortir? Ou est-ce que c'est plutôt le hasard qui vous amène au cinéma? Vous voyez où je veux en venir de manière... j'essaye subtile, mais en fait pas du tout. Mais j'essaye de faire une transition à peu près. Alors j'écoute beaucoup ce qu'on dit, j'écoute beaucoup la radio, alors j'écoute beaucoup les critiques de cinéma qui parfois m'énervent ou au contraire me donnent envie d'aller voir quelque chose. Donc je vais rarement au cinéma par hasard, c'est plus parce que j'ai envie d'aller voir le nouveau film de Valérie Donzelli par exemple. Et ça alors. par exemple, voilà, quand il y a un réalisateur ou une réalisatrice qu'on aime, on a envie de les suivre. Et là, je dois avouer que depuis le confinement, je ne suis pas retournée au cinéma. Voilà, il faut que je reprenne un peu le rythme. Et justement, ce film de Valérie Donzelli, Notre-Dame, qui est sorti au mois de décembre en 2019, c'était justement un moment, on en parlait juste avant cette rencontre, un moment où il y avait les grèves, il faisait moche, c'est décembre, et justement, vous avez été voir ce film, et vous dites que vous écoutez la radio pour avoir des conseils, mais vous donnez, vous aussi, des fois des conseils, et notamment sur les réseaux sociaux, puisque donc le 24 décembre 2019, après avoir vu ce film, vous écrivez sur Instagram « L'imagination au pouvoir, Notre-Dame, Valérie Donzelli ne fait que ce qu'elle veut, et c'est à pleurer de les rire. Elle ne fait que ce qu'elle veut, Valérie Donzelli, et on est bien chanceux parce qu'elle a bien voulu être avec nous ce soir. Valérie, si vous voulez bien nous rejoindre, on peut applaudir Valérie Donzelli. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette rencontre et puis pour la projection à 21h15 de Notre-Dame. Notre-Dame qui est donc l'histoire de Maude Crayon qui remporte, sans trop comprendre comment, il y a un petit peu de la magie dans l'air, un concours, et elle se voit confier l'aménagement du parvis de Notre-Dame de Paris. Catherine, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Moi, quand j'ai su que c'est un film que vous aviez aimé, qu'on allait pouvoir inviter Valérie Donzelli ici, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très commun entre vos œuvres, c'est ce sentiment de liberté qu'on a quand on lit vos livres et quand on voit vos films, Valérie. Alors mes livres, je ne sais pas, tant mieux si vous le ressentez, mais vraiment en voyant Notre-Dame, c'est ce qui m'a sauté à la gueule, quoi. C'est la liberté, ouais. Ces idées saugrenues, hyper fine, c'est plein de finesse, c'est plein d'humour, c'est intelligent, c'est ça, c'est l'imagination au pouvoir. C'est tellement drôle, mais je me souviens, mais j'avais le sourire aux lèvres pendant tout le film. Je trouvais que tout était génialement surprenant. Tout, il n'y avait que des bonnes idées tout le temps, et les acteurs sont formidables. C'est toujours la même phrase. Les acteurs sont formidables. Non, mais les acteurs sont vraiment formidables. Et je parle comme le masque à la plume, les acteurs sont formidables. Et non, vraiment, j'avais été éblouie. Et en plus, je le disais tout à l'heure, mais elle m'a sauvé mon Noël parce que avec les grèves, j'ai pas pu aller dans mon Poitou natal pour fêter Noël, donc je suis restée à Paris. Et ça a été mon Noël, voilà. Et c'était un très beau cadeau de Noël. Et Valérie, ce qui est drôle finalement aussi dans cette rencontre, c'est que vous nous le disiez juste avant, vous avez pensé vraiment Notre-Dame comme une bande dessinée au départ. Oui, c'est vrai. Alors que je ne suis pas particulièrement férue de bande dessinée, contrairement à une de mes sœurs qui dévore des bandes dessinées, qui a une bibliothèque remplie de bandes dessinées, etc. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup vu lire des bandes dessinées. Mais ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est évidemment le découpage, en fait, de qu'est-ce qu'on décide de montrer dans un cadre, ce qui est le propre du cinéma. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert les grands espaces pendant le confinement, et ça a sauvé mon confinement. Donc on se disait c'est un peu ça tout à l'heure, où c'était la première fois que j'avais le sentiment comme ça de pouvoir lire un livre qui me donne des sensations olfactives, visuelles, sensorielles, et puis dans lesquelles je me suis aussi reconnue. Je me suis totalement identifiée aussi aux personnages, aux héroïnes, parce que j'ai moi-même des sœurs. Alors, j'ai pas grandi à la campagne, mais j'ai grandi dans la grande banlieue de Paris, qui à l'époque était quand même une sorte de campagne. Et puis, voilà, j'écoutais les références, le rapport au cinéma de Catherine tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai eu un peu le même, parce que j'avais pas de cinéma près de chez moi. Donc, j'ai découvert le cinéma par le biais de la télévision. Donc,
évidemment les films avec Belmondo. J'étais aussi amoureuse de Belmondo, et puis enfin, voilà, on a tout eu. Mais en tout cas, c'est sûr que le principe de Notre-Dame, c'était de le penser comme une Strobel comédie et comme, un peu comme une bande dessinée, voilà, où je trouve que la liberté de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut puisqu'on le crée de toutes parts, quoi. On n'a pas des êtres humains, on part du dessin. Et moi, j'ai quand même grandi avec un grand-père artiste qui était dessinateur, et c'est vrai que quand on allait, alors il habitait à la campagne, et il n'avait pas forcément de modèle sous la main, mais donc on dessinait les gens qui passaient à la télévision. Donc il me donnait des blocs de dessin à tous, et il faisait allez-y. Et moi, j'étais vraiment pas très douée, mais ma sœur, j'ai une de mes sœurs qui dessine assez bien, et un de ses fils qui dessine très très bien. Donc c'est marrant ce truc du dessin où d'un coup on dessine à toute vitesse des gens, des présentateurs, des speakerines, des trucs. Super école. Et j'ai un peu appris le dessin comme ça, donc c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui font écho dans tout ce qu'a dit Catherine. Donc. Mais en tout cas, en entendant Valérie parler, les grands espaces racontent mon enfance, et je trouve qu'il y a beaucoup de l'enfance aussi dans votre film, en tout cas dans Notre-Dame, et comment dire, qui n'est pas du tout, il n'y a rien de d'enfantin, mais il y a une sorte justement de liberté et de plaisir de la découverte, ou de plaisir de la farce, etc., qu'on retrouve dans l'enfance, en fait. Oui, en fait, du jeu sérieux de l'enfant. En fait, c'est-à-dire que le principe de la comédie, moi, c'est vrai que j'ai une attirance tout de suite pour la comédie. Quand j'ai commencé à faire des films, je me suis naturellement dirigée vers ça, parce que je me sentais proche de ça, de la comédie burlesque même, puisque le premier court-métrage que j'ai fait, j'étais enceinte, et c'était un rendez-vous galant avec une fille qui essayait de le cacher alors qu'elle avait un ventre comme ça derrière des colonnes de Buren, enfin un truc un peu absurde. Et je crois que ce qui me plaît davantage avec la comédie, c'est la pudeur, en fait, qu'apporte la comédie. Et vraiment, je crois qu'on peut vraiment tout raconter par le prisme de la comédie. Il y a quelque chose, je l'ai fait un petit peu avec La Guerre est déclarée, qui est quand même un film qui a des moments assez drôles, et où vraiment je pensais le film vraiment comme une comédie, et je l'ai un peu tourné comme un film d'action, mais je l'ai écrit comme une comédie. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très attachée à ce registre de la comédie, parce que je crois que dans la vie, j'aime rire, tout simplement. Et c'est vrai que quelquefois, je ris de mes propres blagues. Mais il faut pas trop mais je pense que je suis d'accord avec ce que disait Catherine, c'est-à-dire que si ça nous fait rire, nous, c'est déjà un bon début. Et que quelque chose de lourdingue, on sait aussi le voir, et que parfois, on peut être honnête par rapport à ce qui nous fait rire et tout ça. Et c'est vrai que le rire est quelque chose d'essentiel dans ma vie. En tout cas, moi, je ne peux pas me passer de rire, en fait. C'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Et dans Notre-Dame, on peut voir à certains moments les gens qui se font gifler comme ça dans la rue. Et là aussi, ça m'a fait penser à des choses qui pourraient y avoir en bande dessinée, où d'un seul coup, ça surgit de nulle part, on ne sait pas pourquoi, et il y a ce geste absurde, mais en fait non, puisqu'on nous explique pourquoi les gens pètent un plomb, en fait, ils n'en peuvent plus, donc ils giflent les gens. Et quand j'ai su ensuite que vous aviez pensé ce film comme une bande dessinée, ou en tout cas que vous intéressiez à la bande dessinée, c'est vrai que ces petits moments dans le film m'ont fait penser à ça, m'ont dit le coup de la gifle, ça correspond aussi à ça. Oui, alors après, le coup de la gifle, c'est aussi mon principe peut-être de résilience. C'est que j'ai vécu ça, moi, d'une façon beaucoup plus violente dans la vie, parce que c'était une bande de voyous, puis je me suis fait agresser de façon totalement injuste, et en me faisant frapper comme ça. Et en fait, cette chose m'était quand même restée comme une agression assez hallucinante, quoi. Et je pense que j'ai eu besoin de le nourrir et le remettre de cette façon-là. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, les idées, elles ne deviennent pas comme ça d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que ça passe par plein de choses. Alors, dans les premières versions du scénario, il y avait toute une scène qui décrivait... Et puis, il n'en est resté que ça. En fait, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas besoin... Ce qui est drôle, c'est que les gens... font des choses absurdes, en fait, parce que le monde est absurde. Enfin, j'avais envie de décrire un monde absurde, en fait, un monde qui tourne vraiment pas rond, quoi. Et ce qui est drôle, c'est le running gag, surtout. C'est que moi, j'adore le running gag. Je suis fan. Mais ça revient plusieurs fois. Jamais quand ça va arriver, puis à un moment, on oublie, et d'un seul coup, il y en a à nouveau une. Super, j'adore ce petit piqûre de rappel. Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand vous parliez des acteurs, parce que souvent, quand on fait des films, pour les rôles non parlants, on prend ce qu'on appelle des figurants. Et moi, j'essaye sur mes films, alors c'est toujours une question de budget et tout ça, mais de ne prendre que des acteurs. Donc tous les personnages
de Notre-Dame, même ceux qui ne parlent pas, sont des acteurs. Et ça, j'étais assez heureuse de ça, parce que d'abord, les acteurs, ils aiment jouer, donc en fait, ils n'aiment pas forcément dire du texte, ils aiment une situation, ils aiment... Et donc, c'était très intéressant de pouvoir caster des acteurs entre les gifleurs et les giflés, donc qui allait faire le gifleur, qui allait faire le giflé. Donc... Et c'était un délice de pouvoir les répéter avec eux. Alors, il y en a un qui avait l'air d'ailleurs d'un personnage sorti de Sampé, avec sa petite attaché-caisse, comme ça, qui claque à Woody Lanner, son énorme parvis. Enfin, tout ça, tout est dans tous les détails, en fait, les vêtements, les accessoires, tout peut porter une histoire. Enfin, moi, je me sers vraiment de tout pour créer l'histoire, quoi. Et vous parliez tout à l'heure de l'absurdité du monde. Il y a aussi quelque chose, on parlait de liberté, mais il y a aussi quelque chose peut-être de commun, c'est la façon dont, à travers vos œuvres, vous trouvez votre place, en fait, aussi dans le monde. C'est peut-être un bien grand mot, mais non, en fait, comment est-ce que, finalement, à travers des œuvres qui sont quand même très personnelles, toutes les deux, il y a une façon d'interroger le monde et de réussir à trouver sa place, en fait, en tant que femme et en tant qu'artiste. Oui, enfin, je pense que le fait même de s'exprimer en faisant des films ou en faisant des dessins, c'est une façon de trouver sa place. De toute façon, voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus fort que moi. Je peux pas faire autrement que de faire ça, en fait. Donc ça me démange. À un moment donné, il faut que ça sorte. Je sais pas comment. Donc on commence. J'imagine que pour la bande dessinée, c'est pareil. C'est un petit démon intérieur. Puis d'un coup, donc. Alors après, est-ce qu'on la trouve vraiment d'un point de vue purement politique ou je sais pas quoi, ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est une façon de créer un espace dans lequel je me sens libre. En fait, c'est vrai que je trouve que le cinéma. Donc moi, je n'ai pas le talent de Catherine, je sais pas dessiner, je sais un peu jouer, je sais un peu raconter des histoires et tout ça. Et c'est vrai que c'est à travers le cinéma que j'ai trouvé cet espace de liberté. Et je trouve que la force du cinéma, c'est vraiment qu'il n'y a pas de règles, en fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, on voit l'évolution du cinéma. Il a commencé par être muet, puis il est devenu parlant, puis il était noir et blanc, puis il est devenu en couleur, puis après en 3D. Puis, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est quand même dans une... voilà, qui est très multi-artistique, quoi. C'est du son, de l'image, des couleurs, pas de couleurs, des images arrêtées, pas arrêtées. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, avec l'outil cinéma, on peut vraiment, vraiment tout faire. Et d'ailleurs, on voit le nombre de genre de films qu'il y a, enfin, c'est assez époustouflant. Donc moi je crois que c'est vraiment ce qui m'intéresse avec le cinéma, c'est de me sentir libre de faire ce que je veux sans faire trop chier les gens, mais voilà, c'est pour les divertir et pour raconter. Et je pense qu'avec la bande dessinée, c'est un peu pareil finalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre de faire des cases, pas en faire. Faire une case qui fait toute une page. C'est-à-dire que je peux faire tous les effets spéciaux que je veux, juste avec un crayon, une gomme. Et ça, c'est l'avantage. Voilà. Mais c'est vrai que le cinéma coûte cher. Alors, pas tous les films, mais c'est un vrai problème. Mais je partage complètement ce que vient de dire Valérie. Il s'agit de se sentir libre aussi, ouais. Et en effet, on a l'impression qu'on a un discours sur le monde une fois que le livre est publié, qu'un lecteur nous fait un retour sur le livre et nous dit ce livre dit ceci, dit cela. Et en général, on est surpris que le film ou le livre disent plus que ce qu'on avait imaginé. Ça, c'est dans le meilleur des cas, donc ça c'est bien. Mais oui, cette liberté, ouais, on y est farouchement attaché. Ouais. On peut pas revenir en arrière. Vous parliez de liberté formelle aussi. Dans Notre-Dame, on parlait de comédie musicale tout à l'heure. Il y a un passage chanté. Il y a aussi un moment où l'appartement se transforme en plateau de théâtre. Ça aussi, la bande dessinée permet de le faire, l'association des arts, d'être à la croisée des arts. C'est quelque chose aussi qui est important, d'interroger toujours son médium et de réussir ou bien une envie, c'est pas forcément de l'associer à d'autres formes artistiques. Catherine, que ce soit en faisant quand vous faites avec la chorégraphe Didier Dandelier, voilà, des spectacles dessinés, voilà, c'était des spectacles dessinés, ou bien ce que vous allez faire à la Philharmonie au mois de décembre, donc de dessiner avec l'orchestre philharmonique, ou bien Valérie, quand justement vous intégrez du théâtre dans votre film, de la comédie musicale, ou en tout cas de la chanson. C'est quelque chose qui vous plaît, de se dire on n'est pas seul dans notre art, on est aussi à la croisée de tous les autres arts. Oui, je pensais que Valérie allait répondre. Oui, ça nous plaît, enfin ça me plaît, c'est-à-dire que
les arts sont complémentaires. Enfin, on peut pas en privilégier. Enfin, oui, tout sert en fait. Tout sert à comment dire à vivre, je crois. Enfin, c'est ça. Tout nourrit, tout donne envie d'être toujours plus libre. Et en effet, quand j'ai fait mes bouquins, alors c'est vrai que c'est peut-être Moderne Olympia qui brasse le plus de comment dire, de discipline artistique, mais je me pose pas vraiment la question. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai besoin d'aller emprunter une scène au cinéma, puis de la page d'après ou la case d'après, il faut que j'aille voir du côté du théâtre, je le ferai. Vraiment sans me dire ah oui attention là je fais ci, là je fais ça. Non, c'est juste que ça va nourrir mon récit, ça va. Enfin, on disait tout à l'heure, la comédie il faut que ce soit rythmé, etc. Ça va être ça qui va être privilégié, mais oui, c'est être à la croisée des arts, enfin, d'être dans ce tourbillon artistique, je trouve que c'est vivant. Mais quoi. par exemple, quand vous travaillez avec une danseuse, une chorégraphe, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Parce que c'est encore quelque chose de différent. On connaît les concerts dessinés, là vous avez un corps en mouvement sous les yeux. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est justement de ne plus être seul aussi. C'est de ne pas être seul et d'apprendre de l'autre. Parce que dans la bande dessinée, c'est vrai qu'on n'a pas une équipe comme vous. Et donc, de temps en temps, c'est bien d'avoir quelqu'un en face, en chair et en os. Et avec Didi d'Orvilliers, c'était ça. Puis en plus, c'est une chorégraphe et danseuse qui est américaine et qui est passée par New York. Donc, il y a tout un langage très conceptuel, en fait. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on s'était rencontrés en Italie. Je comprenais rien. On n'arrivait pas à trouver notre partition commune. Je comprenais pas ce qu'elle disait. C'était le langage du corps. C'est pas le langage du ballet classique que j'aurais peut-être à peu près compris. Et encore, c'est pas sûr. Et ça m'intéressait. Voilà. Et puis dans ce spectacle en particulier, alors qu'on ne joue plus, mais qui s'appelait Vois-tu celle-là qui s'enfuit, qui s'inspire de statues qu'on a vues dans le jardin de la Villa Médicis, qui représente un ensemble de statues qui représente un massacre dans la mythologie antique. La mythologie antique. On essayait de traduire le mouvement, de reproduire, d'esquisser ce mouvement, etc. Il était encore question de mouvement. Mais j'étais surtout très heureuse d'apprendre, de découvrir et de sortir de ma case, de ma bulle, quoi. Valérie, je faisais notamment référence à cette scène justement où l'appartement se transforme en plateau de théâtre, avec ce moment où ils décident de louer leur appartement à des étrangers, et donc on voit les gens passer, danser. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand ça arrive, c'est à la fois surprenant, c'est effectivement jouissif. Enfin, il y a un côté c'est merveilleux. On se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et comment est-ce que c'est arrivé justement? C'était le moment où vous étiez coincé dans l'appartement en train de vous dire mais comment je vais mettre tout le monde là-dedans? Comment est-ce qu'on arrive à cette idée de se dire ce passage-là, en fait, je vais tout exploser, je vais virer les murs, je vais juste garder les objets et les comédiens et je vais faire ça comme un ballet, en fait? En fait, c'est assez intéressant parce que quand on fait des films, on travaille vraiment avec la contrainte. En fait, on ne doit que régler des problèmes tout le temps. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on fabrique les films, un peu comme l'architecture, où c'est la contrainte qui fait le dispositif de construction presque. Et donc sur Notre-Dame, il y avait ce désir de comédie musicale. Bon, je crois que je rêverais de faire une vraie comédie musicale, mais que j'ose pas trop franchir le pas parce que je trouve que c'est compliqué de trouver les danseurs, acteurs en France et tout ça. Enfin, c'est quand même pas simple. Mais là, dans le scénario, il y avait une scène qui était un peu de comédie musicale comme ça, mais qui n'était pas très précise. Et souvent, mes scénarios ne sont pas très précis parce que je sais que de toute façon, le scénario, c'est vraiment qu'une étape de travail que je réécris jusqu'à la dernière minute. Donc c'est... Et là, c'était vraiment pour des questions de budget, c'est-à-dire que le décor qu'on avait coûtait très cher, le décor de Maud Crayon, là où elle habitait, et on pouvait faire ces scènes de comédie musicale, ça aurait pris beaucoup trop de temps, et donc à un moment donné, je dis bon c'est pas grave, on va les faire ailleurs, et on va les faire dans une boîte noire. Tout le monde m'a regardé comme ça. Et là, j'ai eu cette idée qui était difficile à faire comprendre, parce que pour moi, c'était tellement évident. Et donc, j'aurais dit voilà, on va faire une boîte noire dans laquelle on va styliser le décor, mais ce sera pas mais on va reconnaître en fait la cheminée, le canapé, le truc, le machin, et on va faire ça en dansant et on bascule dans cette black box. Et c'était aussi parce que j'avais demandé à Maud Le Pladec, qui a fait les chorégraphies et tout ça, au moment de l'attaque chimique, je voulais que ce soit entièrement dansé. Donc elle avait fait une chorégraphie avec des danseurs et tout, puis elle me montre ça.
le travail qu'ils avaient fait, et j'étais complètement bouleversée. C'était splendide. Et elle a fait En fait, j'ai eu le droit à une performance de 10 minutes de danseurs, tous plus excellents les uns. Et voilà, sur le thème de l'attaque chimique, et ça prenait aux tripes comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, il faut que ce soit dans le film, c'est trop beau, quoi. Et donc, je lui avais dit, mais je peux pas filmer ça dans Paris, ça va être nul. Enfin, il faut vraiment que ce soit comme je l'ai vu moi, donc il faut que ce soit sur une scène de théâtre. Enfin, et donc, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait, l'idée de la black box. Et j'ai dit, on va faire une black box, et il y aura on va basculer dans la danse, quoi. Et ensuite, quand il y avait cette comédie musicale que j'arrivais pas à faire rentrer dans le plan de travail et tout, je dis c'est pas grave, on va la mettre aussi dans la black box. Puis d'un coup, la black box est devenue un truc où j'ai mis tout ce que je pouvais pas faire. Donc après, il y a eu et puis j'ai rajouté Bacchus qui raccompagne Maud avec la fausse pluie. Enfin, d'un coup, c'est devenu un endroit. Et d'ailleurs, c'était compliqué parce qu'on n'avait qu'une journée, ce studio. Et je crois qu'on a fait 6 heures supplémentaires. On a fini à 4 heures du matin. Enfin, c'était un enfer. C'était d'une tension. Mais tout le monde était à fond et c'était éblouissant quand ça surgit dans le film. C'est spectaculaire. C'est vraiment la pochette surprise. Ah ouais, c'est bouleversant. Je crois que j'avais les larmes aux yeux, quoi, parce que c'est réjouissant. C'est réjouissant. C'est drôle, c'est émouvant et c'est une surprise. Et ça fait penser aussi oui, c'est dans Chantons sous la pluie qu'à un moment donné où il y a le décor disparaît, etc. Où Gene Kelly se met danser avec Sid Harris et c'est dans un immense hangar. On reconnaît plus. C'est vraiment une scène en aparté qui n'a rien à voir avec du film. Et il y a une séquence de danse comme ça autour d'un escabeau et je ne sais pas où est-ce qu'ils ont tourner ça, mais et c'est magique, quoi. Et de voir de la danse, de la danse. Là, c'est des vrais danseurs, donc du coup, c'était super. Ouais. Et moi, je savais que je pouvais suivre un peu, faire un petit peu des trucs comme ça, que ça passerait, quoi, avec les vrais danseurs et tout. Mais surtout, je crois que ce qui me tenait à cœur à ce moment-là, c'était de montrer que dans l'adversité, il y avait de la joie. Parce que c'est un moment où elle n'a plus rien, ils ont des dettes de tous les côtés, etc. Et malgré tout, ça n'atteint pas la mauvaise humeur, quoi. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est d'autant plus touchant. C'est que c'est la galère, mais d'un coup, il y a une sorte de solidarité qui se crée. Et puis c'est tout le monde qui flirte, les trucs, les machins, les plumeaux. Enfin, on a tellement rigolé, quoi. Vous pourrez voir ça dans une petite heure maintenant avec la projection de Notre-Dame. Catherine, de parler comme ça de cinéma avec Valérie. Je sais qu'il y a un projet d'adaptation de La Légèreté qui est en cours d'écriture. C'est quelque chose qui vous fait rêver, parce que vous avez un médium avec lequel vous vous exprimez déjà, que vous maîtrisez, que vous réussissez à trouver cette liberté. Ce projet d'adaptation, est-ce que ça vous fait plutôt peur en vous disant mais est-ce qu'il y aura autant de liberté dedans que dans la bande dessinée, ou est-ce qu'au contraire c'est juste excitant parce que voilà, de discuter, de parler de cinéma avec Valérie, on a tous envie de faire un film ou d'être sur un tournage la semaine prochaine? Ah oui, moi ça me plaît de confier mon travail, un livre à quelqu'un d'autre, en l'occurrence Julie Lepascurval. Et comment dire, ça me plaît qu'elle associe son imaginaire au mien et qu'elle en fasse quelque chose. Parce que moi, je ne rêve pas de devenir réalisatrice. Non, mais vous participez à l'écriture du scénario. Oui, alors c'est particulier dans la mesure où il s'agit de La Légèreté, et ce qui est un livre assez délicat, au sujet délicat. Se pose la question de la représentation des copains de Charlie, de recréer l'ambiance de Charlie. C'est pas une BD sur Charlie, mais il y a quand même ça qui est présent. Et puis bon, il y a plein d'autres questions qui se posent, mais j'ai rencontré Julie Lepascurval il y a 4 ans maintenant, l'année de la publication de La Légèreté. Et elle m'a tout de suite plu, c'est-à-dire qu'elle m'avait écrit une lettre très, très belle où je sentais qu'elle avait compris le livre et la bande dessinée. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle avait beaucoup d'humour et de délicatesse. Et je me suis dit, voilà, je pense qu'elle a compris, voilà. Et on s'est mis à écrire toutes les deux. Donc ça n'a pas été facile parce que, comment dire, il fallait... c'était pas facile, en même temps très intéressant. Il fallait imaginer tout ce qu'il y avait derrière chaque page de l'album. Mais une fois de plus, ça m'a plu de confier ça à une artiste, en fait. Ça me plaît, quoi, de voir quel travail il peut être fait, quelle transformation peut être faite, dans le respect, bien sûr, de l'œuvre originale. Mais
J'ai vraiment envie qu'elle voilà, s'en empare et qu'elle voilà, apporte, elle, sa délicatesse, justement. Oui, c'est ça. Il s'agit de ne pas être trahi. En même temps, il peut y avoir des petites trahisons parce que j'imagine que... Enfin, c'est pas que j'imagine, faire un film, c'est très différent de faire une BD. Donc, on peut faire des trahisons heureuses parce que voilà, on va bricoler autre chose, le personnage va dire tout autre chose, etc. Et ça m'a plu vraiment. Mais ça me plaît en fait toujours d'apprendre des autres. Finalement, quand je dessine les écrivains ou les artistes, quand je me fiche d'eux un peu dans les albums, c'est aussi que je continue d'apprendre en les dessinant, quoi. Et voilà, donc on est toujours sur ce projet et je laisse Julie Lopez-Curval travailler dessus. Ouais. Valérie, je vois que le temps passe très vite. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce sur quoi vous travaillez, puisqu'on va voir Notre-Dame tout à l'heure, et puis les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'on va voir bientôt de Valérie Donzelli après Notre-Dame? Ce que je fais en ce moment, ouais. Là, je vais démarrer le 5 octobre le tournage d'une série que j'ai écrite avec Clémence Madeleine Perdria, pardon. Et donc, ce qui s'appelle Nona et ses filles, et qui parle beaucoup de l'enfance, justement. C'est marrant parce qu'en écoutant Catherine, je me disais c'est fou parce que c'est vraiment une série qui parle presque de mon enfance. Alors, parce que c'est l'histoire de 3 triplés, enfin d'une mère de 70 ans qui est militante, féministe, qui s'occupe du planning familial et tout ça de la Goutte d'Or, qui découvre du haut de ses 70 ans qu'elle est tombée enceinte et qui a eu, il y a 44 ans, des triplés, alors qu'elle a eu un flirt d'un soir et qu'elle s'est dit « je suis enceinte, c'est pas grave, je le garde », puis on a eu 3 d'un coup. Et donc c'est 3 filles, et ces 3 filles vont venir revivre chez leur mère pour l'aider dans cette épreuve qui est à la fois un super pouvoir et un super poison. Et donc c'est toute une série autour de la complexité de la maternité, du rapport à la maternité de cette femme, évidemment, et puis de ces 3 filles qui sont toutes les 3 très différentes. Et on a déjà le droit de donner le nom des interprètes? Oui, bien sûr, c'est Miu Miu qui joue Nona, et puis les 3 sœurs sont Virginie Audoyen, Clotilde Dem et moi-même. Voilà. Et c'est moi qui réalise les 9 épisodes. Et justement, ce format différent de travailler sur 9 épisodes plutôt que sur un film, c'est quelque chose qui vous plaît? Justement, l'idée d'être avec ces personnages et de les suivre sur 9 épisodes de 30 minutes? Oui, c'est 9. J'ai vraiment adoré... j'ai adoré écrire une série, en tout cas ma série. Je sais pas si. D'ailleurs, c'était pas simple parce que c'est un peu particulier. C'est pas vraiment une série. J'ai vraiment pensé ça comme une saga, comme un grand film, quoi. Mais ce qui m'a plu, c'était de créer des personnages, des situations un peu cocasses, et puis de parler des femmes et des sœurs. C'est une série très autour des femmes, quoi. Il y a beaucoup de femmes dans la série. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes. En fait, il y en a pas. Ouais. Mais non, et surtout, moi, j'adore écrire des personnages, et peut-être parce que je suis actrice au départ, et voilà. Mais c'est un vrai bonheur d'imaginer tel acteur jouer tel rôle. Enfin, c'est très croustillant, quoi. Et en plus, vous travaillez avec des nouveaux acteurs. C'est aussi l'idée, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de découvrir une autre façon de travailler avec différents comédiens. Oui, alors là, j'aime bien quand même travailler avec des acteurs. Quand j'aime des acteurs, j'aime bien retravailler avec eux. Donc là, par exemple, Virginie Doyen, elle jouait ma sœur dans Notre-Dame. On s'est vraiment très bien entendu. J'ai eu envie d'elle aussi là. Et puis Michel Virmoz, qui va jouer aussi dans la série, j'ai tourné avec lui comme actrice. Et voilà, c'est un homme délicieux, j'aime énormément. Enfin, et puis après, il y en a que je ne peux pas prendre parce que les rôles ne correspondent pas. Enfin, voilà, mais je sais que j'aime écrire pour des acteurs, et en général, je pense toujours à des acteurs quand j'écris. Je n'arrive pas du tout à imaginer personne. Catherine, on a compris que c'était plus l'idée de trouver l'une de vos œuvres adaptées qu'une envie de vous, en tout cas aujourd'hui, écrire pour le cinéma ou pour un autre médium. Mais en revanche, on peut participer à la réalisation d'un film en tant que dessinateur ou dessinatrice, c'est en faisant l'affiche. Et vous n'avez pour l'instant jamais fait d'affiche de film. C'est un petit appel du pied. Ah oui, de le vôtre. Hein, c'est pas... non, c'est vrai que c'est assez rare. On peut peut-être le déplorer, mais il y a quand même peu de
Je sais quoi, ça se passe au niveau de la production que Ah non, mais les affiches de films, c'est un désastre. Enfin, avant, elles étaient belles. Avant, il y avait des belles affiches. Enfin, là, tout à l'heure, on est passé devant le Cercle Rouge. Enfin, moi, je me souviens de l'affiche de L'Effronté, par exemple, sur fond rouge, avec Charlotte Gainsbourg, sa petite marinière, sa mini-jupe et tout. Enfin, les affiches de cinéma, c'était quelque chose qui était... D'ailleurs, je crois même qu'il y avait le César de la meilleure affiche. Et c'était quelque chose de très valorisé. Et puis, c'est aussi parce qu'on va quand même de plus en plus vers de la laideur. Enfin, il y a quelque chose où on abandonne, je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'était très difficile de faire l'affiche de Notre-Dame. On a essayé de faire quelque chose qui était assez joyeux et pas trop laid. Et j'étais assez contente de l'affiche, mais c'est vrai que c'est très dur, quoi. Toutes les affiches se ressemblent un peu. Enfin, je crois que c'est un truc un peu de l'époque, quoi, où les exploitants disent oui, ils savent pas ce qu'ils vont voir les gens, il faut que ce soit donc on met. Enfin, moi je crois qu'il faut faire de la résistance par rapport à ça. J'en suis persuadée parce qu'à un moment donné, les gens, si on leur propose des choses belles à voir, ils retiennent aussi des belles images et voilà quoi. Faut arrêter de Woody Allen, c'est Flock qui les fait depuis longtemps. En France, et on peut attendre un film de Woody Allen comme on attend l'affiche de Flock, quoi. Ça se repère de très loin sur les abribus, etc. Ou même Christophe Blain avait fait l'affiche de tournée de Amalric, qui était super belle. Bloch a fait les Herbes folles de René, a fait La Chambre bleue d'Amalric, toujours. Mais moi, j'ai envie d'aller voir le film qui a une affiche pareille, quoi. Je me dis que tiens, peut-être que l'équipe est pas trop. Enfin, ça veut dire que je sais pas, l'équipe du film, les producteurs, ou les exploitants se sont dit tiens, on va oser quelque chose d'un petit peu singulier. Ouais, mais ça attire du monde, quoi. C'est dommage de proposer de la laideur en croyant que tout le monde va se ruer sur la laideur. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Mais enfin, c'est un peu ce qui se passe dans le monde globalement. Oui, puis je crois que c'est un endroit qui est un peu bâclé. Enfin, un peu, voilà. Maintenant, c'est des agences de graphistes, ils essaient des trucs, des montages photos. Alors on veut nous faire des photos pour faire des montages. C'est épouvantable, quoi. C'est vraiment. Et il y a un moment, c'est une grande violence. Enfin, c'est dur de rien lâcher, parce que j'imagine qu'en plus tout le monde donne son avis. Non, c'est pas. Alors c'est vrai que l'affiche, on arrivait un peu en bout de course et tout ça. Et moi d'ailleurs, c'est marrant parce que sur La Reine des Pommes, j'avais eu ce problème. Et c'est un des seuls regrets que j'ai sur tous les films que j'ai faits. J'adorais l'affiche de La Reine des Pommes que j'avais un peu conceptualisée toute seule. D'ailleurs, c'est presque moi qui l'ai faite avec des copains. Enfin, j'en étais à découper des trucs. Enfin, vraiment, je mettais la photo là, machin, on met la couronne. Et ensuite, le producteur avait vendu les droits DVD à quelqu'un d'autre que le distributeur, qui était Shellac, qui est un très bon distributeur, d'ailleurs, qui a un excellent catalogue de films et tout. Et donc, comme il avait vendu le DVD, les droits DVD à MK2, MK2 avait fait une affiche de DVD épouvantable. J'ai pas eu mon mot à dire. Enfin, ça m'agresse quand je vois le DVD dans cette affiche qui n'a rien à voir avec l'affiche originale, qui est épouvantable. On dirait un spectacle. Je vais me taire, mais ça me fait mal au cœur. Et à chaque fois que je vois ça, je suis là, mais pourquoi? Et le producteur a laissé faire ça, quoi. Ramenons un petit peu de beauté. En tout cas, Catherine, si on vous proposait une affiche, vous avez fait des affiches de documentaires, l'affiche d'un spectacle de théâtre, il me semble. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, non, attendez. Alors, j'étais quand même assez contente de faire l'affiche. J'ai fait une seule fois dans ma vie une affiche pour un spectacle au Châtelet, Sweeney Todd, la comédie musicale, encore une comédie musicale. Et j'étais vraiment très 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 heureuse. Ça s'est pas produit depuis, mais quand j'ai fait l'affiche, je me suis dit à tous les coups, c'est la première et la dernière fois que tu fais ça, et j'en ai bien profité. Et je dois ça à l'ancien directeur du Châtelet, qui était Jean-Luc Choplin, qui était très curieux de tout, et il m'avait croisé parce qu'à l'époque, je faisais des chroniques de spectacles pour Charlie. J'avais les pages culture, donc je faisais un petit reportage en dessin. Et j'allais voir les expos, les opéras, les machins. Et j'en faisais des chroniques, et Choplin m'avait rencontré une fois en me disant mais c'est super parce que il trouvait que mon dessin désembourgeoisait le Châtelet, et c'était son but. Il voulait que le Châtelet ouvre ses portes à d'autres des gens qui portaient pas forcément des manteaux de fourrure, des boas et des capes, des chapeaux de forme. Et donc voilà, et c'était génial parce que j'ai fait la plaquette. C'était un bonheur de travailler. Alors oui,
oui, d'aller au théâtre pour rencontrer un peu les équipes, pour voir ce qu'ils voulaient, etc. Bon. Et sinon, non, j'ai dû faire une affiche pour un documentaire, mais je crois que c'est même pas sorti, un truc sur Berlusconi, un truc qui montrait à quel point Berlusconi était absolument un chic type. Et voilà, et j'ai pas fait... Si, j'ai fait l'affiche de l'Assemblée, un documentaire de Marina Otero sur Nuit debout. Voilà, mais non, pas grand-chose. Donc on ne sait jamais s'il y a des distributeurs dans la salle. On ne sait jamais, en tout cas. Pourquoi pas ramener un petit peu de beauté dans les affiches de films. Merci beaucoup merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir.